Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Dr Boutam. Je vous remercie sincèrement pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Et je remercie toute l'association de la MGPA, qui est une association très active dans le cadre de la formation continue. Et c'est avec grand plaisir que je pourrai discuter avec vous aujourd'hui de deux thématiques qui sont intéressantes en endocrinologie, la parathyroïde et la surrénale. Alors j'ai essayé à travers ce diaporama de discuter vraiment en pratique de la parathyroïde. On va commencer par la parathyroïde. Alors, on est en comité restreint, donc n'hésitez peut-être pas de me poser des questions pour qu'on puisse vraiment répondre à vos attentes par rapport à cette pathologie que vous voyez probablement, peut-être de manière assez, on va dire, plus fréquente que ce qu'on pourrait penser en consultation. Alors, je vais commencer par une patiente de 45 ans. Oui, on va exploiter ça à travers un cas clinique, une patiente de 45 ans qui vous consulte pour une fatigue et des douleurs articulaires. Vous allez me dire, jusque-là, c'est quasi la majorité de nos patientes. Et puis, lors de son bilan biologique, vous trouvez une calcémie à 107 mg par décilitre pour une normale entre 88 et 104, une phosphorémie à 23 pour une normale entre 24 et 44. Alors, quel est votre bilan à faire et quel est votre diagnostic? Donc, à ce stade, si vous avez une calcémie augmentée, une phosphorémie basse, qu'est-ce que vous allez demander comme examen paraclinique, on va dire biologique complémentaire? Une PTH, ouais. Et quoi d'autre? Une vitamine D, très bien. Et un bilan rénal. Voilà, ça c'est, on va dire, un bilan phosphocalcique complet. C'est une phosphorémie, une calcémie, une vitamine D, une urécréatinine pour évaluer un DFJ. En effet. Donc vous faites le bilan et vous trouvez effectivement une PTH à 70 pour une normale entre 15 et 55, une vitamine D à 15 et une créatinine normale. On va dire un DFG normal pour être plus précis. Donc sur ce bilan, on va confirmer qu'il y a une hypercalcémie avec une hypophosphorémie, une PTH qui est augmentée, une vitamine D qui est basse. C'est quasi la majorité. La vitamine D basse à 15, on va dire que c'est quasi la majorité de nos patientes. Alors, quel est votre diagnostic à ce stade? Alors, on a des augmentations de PTH secondaires à la vitamine D. Mais qu'est-ce qui me fait dire ici que ma PTH n'est pas augmentée secondairement à ma vitamine D? Tout à fait. Parce que dans les hyperparathyroïdies secondaires, la calcémie n'est jamais augmentée. Dans les hypovitaminoses, vous avez au contraire des calcémies qui sont basses, voire dans la limite basse. Et la PTH n'est que réactionnelle pour essayer d'augmenter la calcémie. Première chose, premier élément différentiel. Deuxième élément différentiel. À ce stade, on peut déjà pouvoir, on va dire, aller plus loin dans notre diagnostic. Deuxième élément différentiel, c'est le niveau de la PTH lui-même. Dans les hypovitaminoses ou dans les hyperparathyroïdies secondaires, la PTH va être largement plus augmentée que dans les hyperparathyroïdies primaires où la PTH va être soit légèrement augmentée, soit anormalement normale pour une calcémie augmentée. Parce que logiquement, devant une hypercalcémie, la PTH devrait s'abaisser. Et donc, quand vous avez une PTH normale alors que vous avez une calcémie augmentée, ce n'est pas normal. Et là, ça vous, on va dire, réconforte, ça vous conforte dans votre diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire. C'est clair? Mais c'est exactement le bon, on va dire, le bon raisonnement. Donc, quel est votre diagnostic à ce stade? C'est une hyperparathyroïdie primaire. Donc, vous avez compris. Et le premier message, c'est que le diagnostic d'une hyperparathyroïdie primaire, c'est un diagnostic biologique. On n'a besoin de rien du tout d'autre pour dire que c'est une hyperparathyroïdie primaire. J'ai une calcémie augmentée, une phosphorémie basse ou dans la limite basse, une PTH anormalement normale, j'en suis là. Est-ce que j'ai besoin d'une calciurie pour confirmer mon diagnostic? Non. Elle peut être augmentée ou normale. Donc, mon diagnostic, il est biologique. J'ai une hypercalcémie, une hypophosphorémie, une PTH anormalement normale, même devant une carence en vitamine D, c'est une hyperparathyroïdie primaire. Alors, donc ici,
On a, donc si on veut reprendre un petit peu les bases anatomiques, 4 glandes parathyroïdes, 2 supérieures et 2 inférieures, à la face postérieure de la thyroïde, dont un nombre variable de 2 à 12. C'est ce qui fait la difficulté de l'exploration paraclinique de la parathyroïde. Parfois, on en a 4 aux bons endroits, mais parfois, on a tellement des parathyroïdes ectopiques au niveau du thymus, au niveau plus bas, au niveau médiastinal, au niveau rétrothyroïdien postérieur, on voit pas vraiment que c'est difficile de les retrouver sur le plan morphologique. Alors, si on reprend le bilan physiologique et métabolisme phosphocalcique, alors on va commencer ici parce que la figure elle est un peu compliquée, mais la parathyroïde sécrète la seule hormone hypercalcémiante de l'organisme. Cette parathormone va avoir un rôle sur le squelette en stimulant les ostéoclastes pour augmenter le turnover des cellules ostéoclastiques et donc augmenter le calcium dans le sang. Elle va stimuler au niveau du rein l'activation du calcidiol en calcitriol et donc la formation de la forme active, la 1,25-OH vitamine D. Et donc tout cela va avoir un effet sur l'homéostasie phosphocalcique et donc l'augmentation du calcium dans le sang et dans le circuit lymphatique. L'hyperparathyroïdie touche 25 personnes sur 100 000. Les femmes sont 2 fois plus affectées que les hommes. L'âge moyen du diagnostic est de l'ordre de 60 ans. C'est une affection qui augmente avec l'âge, avec en général 1 sur 1000 sujets au-delà de 65 ans et 2 à 3 sujets féminins au-delà de 65 ans. Elle est souvent peu symptomatique. Les douleurs articulaires, la fatigue dont elle s'est plainte, la patiente, on va dire c'est des signes très peu spécifiques. C'est des signes qu'on peut avoir, des douleurs articulaires, musculaires, c'est 90% de notre consultation. L'étiologie principale reste l'adénome solitaire à 85%, l'hyperplasie parathyroïdienne dans 15% des cas, le carcinome est exceptionnel. J'en ai vu un seul pendant toute mon expérience en endocrinologie et c'était un adénome parathyroïdien dont la PTH était évaluée biologiquement à plus de 100 000. Donc en fait, le cancer de la parathyroïde est exceptionnel et les chiffres PTH biologiques sont très très élevés. Donc on n'a pas d'inquiétude quand on voit des PTH à des doses de 200, 300, 400, ce n'est pas un carcinome parathyroïdien. Alors, donc la PTH stimule la calciurie, donc on va dire qu'elle va stimuler le turnover ostéoclastique au niveau de l'os, mais aussi au niveau du rein, et on va dire, un rétrocontrôle négatif, comme dans toutes les glandes endocriniennes, du calcium sur la PTH. Quand le calcium augmente, la PTH doit s'abaisser. Et quand le calcium est bas, la PTH doit augmenter. Si ma PTH est normale, si j'ai un fonctionnement parathyroïdien normal. 80% du diagnostic se fait sur le dosage de la calcémie. La lithiase rénale reste un diagnostic révélateur dans 20% des cas, d'où le biais par les urologues quand ils font des explorations, des chirurgies ou des lasers de lithiase rénale, et quand ils vont explorer le calcul, ils vont trouver qu'il est phosphocalcique, et là on peut révéler parfois des hyperparathyroïdies primaires. L'ostéopénie lors d'une ostéodensitométrie reste révélatrice dans 10% des cas. Donc l'hyperpara primaire, diagnostic biologique, calcémie augmentée, phosphorémie basse. Souvent, la calciurie des 24 heures est augmentée. Souvent. Alors, quels sont les chiffres chez la femme ou chez l'homme de la calciurie pour dire qu'on a une hypercalciurie? Parce que les chiffres du laboratoire ne sont pas normalement très très bons. Au-delà de combien on dit qu'il y a une hypercalciurie? Chez la femme, 200 mg par 24 heures. Chez l'homme, 300 mg par 24 heures. Alors que dans les labos, on peut avoir de 100 à 400. C'est une marge entre 100 et 400. Et donc, on ne peut pas forcément être au-delà des normes du laboratoire. Mais une hypercalciurie, une calciurie au-delà de 200 mg par 24 heures chez la femme, bien sûr à condition que le recueil urinaire soit adéquat, qu'on ait une créatinurie au-delà de 1 g par 24 heures, n'est pas normal. La PTH est inadaptée, soit anormalement normale dans quelques cas. Dans quelques cas, elle est augmentée, mais parfois elle est à 65, 60. Donc c'est des taux qui ne sont pas très élevés par rapport à la PTH d'une hyperpara secondaire. Dans les cas de diagnostic difficiles, il y a un intérêt du calcium ionisé, parce que vous savez que la calcémie est un paramètre qui dépend de beaucoup d'autres paramètres, notamment l'état d'hydratation,
l'albumine, l'état de nutrition du patient. Et donc, le calcium ionisé est un calcium très spécifique, intracellulaire. Alors, soit la calcémie corrigée, mais vous la calculez par rapport à l'albumine, soit le calcium ionisé, qui est un paramètre très spécifique. S'il est augmenté, c'est vraiment que c'est augmenté. Alors, l'hypercalcémie vraie, comme je vous ai dit, en fait, le calcium ionisé va exclure tous les déficits concomitants en albumine, par exemple, et puis aussi les déficits concomitants en vitamine D. Un taux normal en PTH et une calciurie normale ou élevée. Alors, vous voyez, même dans certains livres, il est noté 150 mg par 24 heures. Et sinon, ça exclut les hypercalcémies hypocalciuriques familiales, qui sont très fréquentes dans la Méditerranée. Et vous savez que la différence de diagnostic entre une hypercalcémie d'une hyperparaprimaire et une hypercalcémie d'une HHF, donc hypercalcémie hypocalciurique familiale, c'est la calciurie. Si vous trouvez une hypercalcémie avec une hypocalciurie, c'est systématique, c'est une hypercalcémie hypocalciurique familiale. Vous pouvez faire le bilan biologique chez toute la famille, vous allez trouver le même bilan biologique, et c'est souvent des déficits génétiques au niveau du CASR. Donc le calcium s'en sort. Donc le diagnostic de oui. Je dis plus que ce que j'écris. C'est souvent comme ça. Et c'est pour ça fera la différence des gens qui sont là et des gens qui sont pas là. Alors le diagnostic de l'hyperparaprimaire, dans 80% des cas, c'est une hypercalcémie. Et donc une hypercalcémie, mais apparemment c'est enregistré. Vous allez une chaîne YouTube avec tout enregistré. Donc c'est bien, vous pouvez reporter ça après. Donc 80% c'est des hypercalcémies. Et regardez par rapport au cas contrôle, par rapport aux calcémies néoplasiques, c'est des hypercalcémies plus importantes. Alors, le diagnostic de l'hyperparathyroïdie différentielle. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les hypercalcémies hypocalciuriques familiales. Donc, déficit génétique et inactivation partielle du récepteur au calcium. Dans les parathyroïdes, il y a une augmentation de la PTH, une hypercalcémie, mais une hypocalciurie. Et puis l'autre diagnostic différentiel qui va augmenter le calcium dans les médicaments, et ça on le voit chez nos patients, ce sont les diurétiques thiazidiques. D'accord ? Et puis le lithium, qui va aussi augmenter la PTH et diminuer la calciurie. Alors, une fois qu'on a confirmé que c'était une hyperparaprimaire, quelles sont les autres causes de l'hyperparathyroïdie secondaire? Alors, l'insuffisance rénale chronique. Quand vous avez un DFG qui est bas, vous risquez d'avoir une augmentation de la PTH. Pourquoi? De la 25 en 1,25 OH vitamine D au niveau rénal et donc la forme active. Les autres médicaments qui peuvent causer une augmentation de la PTH sont les biphosphonates, les antiépileptiques, le furosémide et puis quand on prend une grande quantité de phosphore. La maladie cœliaque, la mucoviscidose, la maladie de Crohn sont des maladies où il y a une absorption de calcium diminuée et donc une PTH qui va être secondairement augmentée. Les pertes rénales de calcium, l'hypercalciurie rénale, et puis bien sûr, vous la connaissez très bien, la carence en vitamine D qui reste la première cause de la PTH augmentée secondairement. Et on a beaucoup de patients qui viennent nous voir soit par le biais des rhumatologues, soit par le biais d'autres néphros où on a des PTH qui vont être augmentés entre 150 et 200, des calcémies qui sont normales. Et donc, ils nous demandent d'éliminer une hyperparathyroïdie primaire. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ces patients? Souvent, ils avaient des carences en vitamine D qui ont été corrigées. Mais la PTH a un run qui est très lent. Donc, parfois, devant des corrections de carences en vitamine D, la PTH prend du temps à se normaliser. Donc, n'hésitez pas à recontrôler votre PTH après même la correction de la vitamine D, mais de continuer la correction. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le temps que la PTH diminue, la carence en vitamine D se réinstalle. Et donc, on va dire, un cercle vicieux au niveau de la PTH qui va continuer à augmenter la PTH. C'est des patients qui sont très inquiets parce qu'on leur a dit qu'ils ont des hyperparas, on fait des explorations morphologiques. On ne fait pas d'exploration morphologique si on n'a pas de diagnostic biologique. Et sinon, on va dans le n'importe quoi parce qu'on va aller faire des échos qui sont pas forcément bonnes, des scanners, des scintigraphies où on ne trouve rien, où là, on tombe sur des choses qui ne sont pas celles qu'on doit traiter. Donc, oui. Oui. On a des adénomes qui ne sont pas sécrétants.
on les touche pas. C'est pour ça que il faut pas aller chercher l'adénome si on n'a pas de diagnostic fortuite. Il y en a. Mais on touche pas. Alors, les conséquences physiopathologiques, c'est ceux liés au mouvement du calcium et du phosphore, c'est l'atteinte osseuse. C'est pour ça que devant des hyperparathyroïdies primaires réelles, on a besoin d'aller explorer et d'aller trouver l'étiologie et d'aller l'enlever ou la traiter, parce que la conséquence de cette hyperparathyroïdie, si on continue à stimuler les ostéoclastes, on va avoir une ostéolyse. Et donc, cette ostéolyse, c'est ce qu'on va voir sur l'ostéodensitométrie. L'autre atteinte, c'est ce qu'on appelle la dystrophie rénale. C'est la polyurie et les précipitations calciques. Et donc, on a ostéodystrophie rénale secondaire à l'hyperparathyroïdie. Et puis, on a aussi les signes de l'hypercalcémie quand c'est une hypercalcémie vraie, avec les risques d'hypoexcitabilité neuromusculaire, les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, parfois des ventres chirurgicaux. Et puis, les atteintes cardiaques. Vous savez que le calcium est un ion très important dans la musculature cardiaque et dans les troubles rythmiques. Et donc, on peut avoir des troubles rythmiques au niveau cardiaque. Alors, la question qu'on se pose, une fois, justement, pour répondre à votre question, une fois qu'on a diagnostiqué l'hyperpara primaire biologique, on n'en parle plus, est-ce qu'elle est symptomatique? Est-ce qu'elle est compliquée? Alors, est-ce qu'elle est symptomatique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des symptômes liés à l'hypercalcémie? Et on va voir les complications. Donc, symptomatique, douleur osseuse musculaire, polydipsie, polyurie, fatigue anormale, faiblesse musculaire, anorexie, parfois douleur abdominale, amaigrissement, constipation, perte de mémoire, troubles de la concentration, anxiété, dépression, prurite. En réalité, ce sont tous les signes cliniques liés à une hypercalcémie, mais encore une fois, pas à 107 mg par litre. Vous avez vraiment des hypercalcémies où les patients sont en réanimation à 130, 140 mg. C'est des hypercalcémies malignes. Les complications, la lithiase rénale dans 20% des cas, l'ostéopénie dans 25% des cas, et puis les complications cardiaques, l'hypertension artérielle et les calcifications coronaires qui peuvent engendrer des calcifications myocardiques, valvulaires et de l'HVG. Ce sont les complications liées à l'hyperparathyroïdie primaire. Alors regardez un petit peu si on veut évaluer sur 50 patients l'hyperparathyroïdie primaire, c'était des patients qu'on avait opérés. Vous voyez que dans 76%, le syndrome polyuropolydipsique est présent. Dans 71%, la fatigue, les douleurs ostéo-articulaires arrivent en troisième position, les signes neuropsychiques, dépression, athymie, diminution, les troubles de l'humeur, et puis l'anorexie, les nausées, vomissements, et très rare la constipation et le prurite. Alors la question, faut-il localiser les glandes atteintes? Oui ou non? Si et seulement si. Si et seulement si. Non. Si seulement si. On doit opérer. Le dogme dans l'exploration cervicale, c'est si vous devez opérer votre patient. En d'autres termes, on opère quasi la majorité. Mais certains patients, on va voir, quand on va pas les opérer, il y a un consensus. Quand on va faire juste la surveillance, il n'est pas utile d'aller faire de l'exploration. Là, on peut opérer, on enlève les 7/8e, oui, dans les néoplasies endocriniennes multiples, on enlève les 7/8e de la parathyroïde quand c'est diffus. Chez des patients jeunes qui ont des complications, on peut opérer, mais en fait, on n'opère pas les sujets âgés. On n'opère pas les sujets qui vont avoir, on va dire, plus de complications à la chirurgie que la surveillance. Alors, justement, la performance, le premier examen d'exploration, c'est l'échographie. L'échographie cervicale. Ensuite, la scintigraphie, c'est une scintigraphie qui est spécifique au MIBI, d'accord, qui va avoir un rôle dans la localisation. Alors, il y a le scanner, il y a l'IRM, mais ça reste des examens qui sont pas très performants dans la parathyroïde. Aujourd'hui, le troisième examen qui, si on pouvait avoir les moyens et l'examen de performance c'est le PET scan à la choline. C'est le PET choline. C'est pas à n'importe quel, c'est pas FDG. C'est pas le PET scan au FDG qu'on trouve dans les tumeurs ou là dans les cancers. C'est l'évaluation par la PET choline. Et c'est vraiment un examen qui est spécifique. Si la PET choline est négative, il n'y a pas d'adène. Il n'y a pas d'hyperpara. Si par contre, le PET scan est positif, eh ben, c'est sûr. Là, en France, on fait le PET scan quasi maintenant systématiquement
pour aller voir, surtout pour les parathyroïdes que je vous ai montrés, ectopiques. Parce que la question qui se pose, on a diagnostiqué l'hyperpara, on sait qu'elle est compliquée ou symptomatique, qu'on va aller l'opérer. Mais parfois, on a des imageries négatives. Écho négative, scintigraphie négative. Et là, on est obligé d'aller opérer pour faciliter les choses. Avant, on allait à l'aveugle et on faisait carrément des mini-cervicotomies à l'aveugle. Mais là, on fait des PET collines et c'est vraiment très intéressant. Mais malheureusement, ça reste un examen très cher. Alors la localisation, c'est 74% supérieur, 54% en inférieur. La forme d'un adénome parathyroïdien en général, c'est ovale. Le plus souvent, il est entre 1 et 4 cm. Hypoéchogène à l'échographie, solide, homogène, kystique parfois. 75% quand l'adénome présente un contact, on peut le voir. Regardez ici l'écho, vous le voyez, hein, il est hypoéchogène, vraiment juste derrière la parathyroïde. Alors, les aspects dynamiques, vous le savez, il est mobile à la déglutition, comme tout nodule dans la thyroïde. Elle se mobilise dans 100%, ce qui le différencie d'une adénopathie. Au niveau vascularisation, il est modérément richement vascularisé, rarement non vascularisé. Alors, comme je vous ai dit, l'autre examen, c'est la scintigraphie au MIBI. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On injecte de l'iode. Vous savez que la thyroïde va capter l'iode, et puis on injecte du MIBI, et on fait des images de soustraction. On enlève l'iode, il reste que ce qui a été capté par le MIBI, et là, on va voir ce qui a capté, c'est l'adénome parathyroïdien. Donc, scinti et écho doivent toujours faire partie du bilan de l'hyperparathyroïdie primaire qu'on va opérer. Et l'examen le plus performant pour la localisation reste la scintigraphie. Alors maintenant, qui on peut opérer et qui on n'opère pas? Le dernier consensus de la SFE est ancien, il date de 2006. Le 4e workshop américain date de 2014. On opère souvent les patients moins de 50 ans de manière systématique. Patient 50 ans, adénome parathyroïdien, on va même pas chercher si elle est compliquée, si elle est symptomatique. On va aller, on a une PTH augmentée, on a une hyperpara primaire, on opère. Les patients qui ont une hypercalcémie plus de 2,7 millimoles ou la plus de 110 mg par litre. Les gens qui ont des hypercalciuries plus de 400 mg par 24 heures. Les gens qui ont un DFG bas ou là les gens qui ont une DMO basse. En d'autres termes, si j'ai des signes d'hypercalcémie maligne, ou là c'est des signes de complications. Lithiase rénale, DFG bas ou là ostéopénie à l'ostéodensitométrie. Ceux-là, on opère. Ou là carrément, j'ai rien de tout ça, mais j'ai un âge moins de 50 ans. Même si c'est rare, hein, que je vous ai montré, c'est souvent 60 ans au plus. Alors, si j'ai un de ces signes, ou un de ces paramètres, j'opère. Alors, l'opération, c'est une c'est une opération qui n'est pas très... C'est une opération qui n'est pas très difficile. Hein, ça, en général, c'est 25 à 30 minutes d'opération. Donc, on fait une petite incision. Et puis, on enlève la parathyroïde. Vous voyez, la cicatrice, elle est on va dire, plus petite que celle de la cervicotomie. Oui? Un seul. Alors, il y a des approches chirurgicales limitées qui sont esthétiques, dissection limitée, avec parfois un impact sur la douleur post-opératoire, mais il faut bien sûr un entraînement chirurgical, une localisation préopératoire et un dosage intra-opératoire de la PTH. Parfois, cette intervention se fait sous hypnose. C'est juste pour savoir si ce que l'on a enlevé, c'est celui qui sécrète vraiment la PTH. Parce que comme je vous ai expliqué, on a parfois 14 parathyroïdes ectopiques. Et vous voyez l'adénome. Mais comme elle a dit tout à l'heure votre collègue, on a des adénomes non sécrétants. Donc, si on a enlevé l'adénome qu'on pense, nous, qu'il captait, mais que la PTH n'a pas baissé, c'est que c'est pas celui-là qui est sécrété, et donc il faut aller chercher celui qui sécrète. La baisse, ça baisse très très fort. Souvent, par exemple, si on est à 175, ça s'effondre complètement. On est à moins de 1, 2, 3 de dosage. Et la PTH a une courte demi très vite, 3-5 minutes, et donc la décroissance se fait rapidement en intra-opératoire. Alors, maintenant, une fois qu'on a opéré, quelles sont les modalités de surveillance? Donc, calcémie annuelle, calciurie non recommandée dans la surveillance, clairance de la créatinine annuelle. Comment? Parce que je vous ai dit que ça donne des insuffisances rénales.
L'hyperparathyroïdie, en faisant un turnover important de calcium dans les urines, va baisser le DFG. Et l'ostéodensitométrie tous les 2 à 3 ans. Alors maintenant, si on n'opère pas, si on ne traite pas chirurgicalement, quel est le traitement médical de l'hyperparathyroïdie primaire? Le but de ce traitement d'hyperparathyroïdie primaire, quand on ne peut pas opérer, imaginons les sujets âgés, fragiles, contre-indication opératoire, ou là, des hyperparathyroïdies très modestes, où on n'a pas les critères qu'on a vus tout à l'heure. Plus de 50 ans, DFG normal, pas de lithiase, pas d'ostéopénie à l'ostéodensitométrie. L'hydratation abondante. Évitez tous les médicaments hypercalcémiants. Les thiazidiques, le lithium. Il faut un apport normal en calcium. Et là, on va s'arrêter 2 minutes. Quand vous avez une hypercalcémie, le problème qui se pose, c'est que souvent les gens arrêtent l'apport de calcium. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va aggraver la carence en vitamine D et le calcium, et donc ça va augmenter la PTH. D'accord? C'est un rétrocontrôle. Donc il faut pas prendre 3 grammes de calcium, je suis d'accord. Il faut pas leur donner du calcium en supplément, mais donnez-leur un apport normal, c'est-à-dire 1 gramme de calcium, c'est-à-dire 30 grammes de fromage par jour, 500 millilitres de lait, ou là, un yaourt, 2 yaourts par jour. D'accord? Supplémentation en vitamine D, elle est importante. Là aussi, c'est pareil. Les gens ont peur, quand on a une hypercalcémie, de donner de la vitamine D. Mais c'est pareil. Ça entretient l'hyperparathyroïdie secondaire. Alors, les autres traitements des complications de l'ostéoporose, comme pour toutes les ostéoporoses, les biphosphonates ou la lesserne, et le traitement spécifique de l'hyperparathyroïdie en médical, c'est le Mimpara. C'est le Sinacal 7 qui régule la synthèse et la sécrétion de PTH, comme je vous ai dit, en cas d'échec ou de contre-indication à la chirurgie. Il réduit l'hypercalcémie, mais a un effet modeste sur la PTH et la masse osseuse. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on ne le donne pas chez tout le monde. C'est pour ça qu'on le laisse dans les cas d'échec ou de contre-indication. Le temps de l'ostéopénie, jusqu'à restauration de l'ostéopénie au niveau de l'ostéodensitométrie. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, comme toute ostéoporose. Alors, la chirurgie versus surveillance. Il y a eu un seul essai qui a été fait sur 191 patients qui est en faveur quand même de la chirurgie. Normalisation de la calcémie et de la PTH, pas de fracture, amélioration du Z-score. C'est pour cela que on recommande la chir, sauf dans les cas fragiles, de contre-indication, où là, parfois, malheureusement, on opère et la PTH réaugmente. J'ai récemment opéré un patient par un très bon ORL qui fait ça souvent. On avait carrément une localisation sur la scintigraphie de l'adénome. On a enlevé l'adénome. Et en fait, compte sur l'anapathe, c'était pas un adénome, c'était un vestige du tractus thyréoglosse. C'était pas du tout un adénome. Et il a gardé la PTH qu'on sait toujours pas d'où ça vient. Donc il y a des cas comme ça un peu difficiles. Donc ceux-là, il faut bien sûr les surveiller, traiter et peut-être réopérer après si jamais on voit un adénome qui se localise. Oui. Oui, tout à fait. Alors, petit aparté, et je vais en finir là, c'est l'hyperparathyroïdie normocalcémique ou asymptomatique. C'est-à-dire PTH élevé, calcium normal et aucun symptôme. Il n'y a aucune indication à la chirurgie. Même si vous allez plus loin, et alors qu'il ne le fallait pas, et vous trouvez un adénome. Donc, je réponds à votre question. Même si on a localisé un adénome ou là, une hyperplasie, là, on fait un dosage annuel, calcémie, PTH, DMO. Pas de complications. S'il y a une augmentation de la calcémie, là, on se reprend dans l'hyperpara primaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le diagnostic de l'hyperpara primaire, c'est un diagnostic biologique. Calcémie augmentée, phosphorémie basse, la calciurie très souvent augmentée, parfois normale. La PTH peut être normale ou légèrement augmentée, puisque vous le savez, c'est la différence des hyperparas secondaires. La plupart des hyperparas primaires, c'est un adénome, dans 85%, dans 25% des hyperplasies. Exceptionnel, le carcinome, on peut l'oublier. La conduite à tenir globale, après avoir diagnostiqué la primaire, après avoir localisé sur le plan morphologique, c'est la chirurgie dans la plupart des cas. Je vous remercie pour votre attention. Alors, j'ai laissé 15 minutes pour les questions parce que je sais que ça va susciter des questions avant que je passe à la surrénale. Aucune.
Aucun. Aucun, on va dire, aucune valeur ajoutée. Là, c'est un carcinome médulaire de la thyroïde, mais qui n'a rien à voir avec la parathyroïde. Oui, mais c'est vraiment, de toute façon, la seule indication pour qu'on dose la calcitonine, c'est de voir un nodule thyroïdien unique, pas dans le cadre d'un goitre, mais unique. Et là, on doit éliminer quand même un carcinome médulaire de la thyroïde. Mais devant l'hyperpara, l'hypercalcémie, il n'y a aucun élément. Devant l'hypocalcémie, oui, mais dans l'hypercalcémie. Oui? Non, le 1-alpha n'a de rôle que dans l'hypocalcémie ou l'hypoparathyroïdie séquelaire ou secondaire à la chirurgie ou iatrogène, mais pas dans l'hypercalcémie liée à l'hyperparathyroïdie, même dans les normocalcémies. Oui. Calcémie. Non. Si vous mettez calcémie dans votre ordonnance, ça sera la calcémie qui dépend de l'albumine, qui dépend de l'état d'hydratation totale. Si soit vous la corrigez vous-même par la formule quand vous avez l'albumine, soit vous demandez dans les cas où vous êtes un peu borderline. Moi, ça m'arrive, j'ai 104 de calcémie, 103, 104, 105. J'ai une phosphorémie 25, 26. Un bilan un peu borderline. Là, vous demandez la calcémie ionisée. Si elle est normale, c'est que votre hyperpara n'est pas forcément primaire, ou là, c'est une hyperpara qui n'est pas symptomatique d'une hypercalcémie. 2,15 à 2,30. 2,15 millimoles par litre à 2,30 millimoles par litre. Pardon, madame? Oui? C'est qui? Oui, je veux partager avec vous un cas clinique qu'on vient de voir à la clinique ces deux derniers jours. Oui. C'est un patient qui est âgé de 50 ans, oui, et qui a fait un tableau d'une pancréatite. Ouais. Donc, de l'heure abdominale au niveau de l'épigastre avec sensibilité, même avec une constipation de 15 jours sans antécédents pathologiques. Il a quel âge, pardon? 51 ans. 51 ans. Donc, le scanner, avant de faire le scanner, on a demandé un bilan rénal. Donc, le réel il était à 0,77. Oui. La créatinine à 35. Oui. Donc, on a fait sans injection. Il s'agit d'une pancréatite stade E, oui, de Balthazar. Lorsqu'on a fait l'ionogramme, on a trouvé une hypercalcémie à 176. Wow. Avec une natrémie à 122. Oui. Donc, on était obligé de chercher la cause de pancréatite. Donc, on a parlé avec le néphro, donc la réhydratation. On a fait une BLRM. Il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de lithiase, il n'y a pas de dilatation des voies biliaires. Et la PTH, du coup? Et on a demandé la PTH, exactement. Donc, normalement, la pancréatite, c'est une hypocalcémie. Oui, normalement dans les complications, mais là, c'est peut-être secondaire à l'hypercalcémie. Donc, la PTH, il est à 2650. Voilà. 2650. 2650. Donc, c'est une hyperpara. Avec une CRP à 453. Mais liée à la pancréatite. 480. Alors, effectivement, vous avez des pancréatites secondaires à des hypercalcémies. Alors, ici, c'est particulier parce qu'une PTH à 2650, il faut quand même éliminer des PTH paranéoplasiques. L'échographie, on a fait juste ce matin l'échographie cervicale. Ouais, qui est donc en faveur d'un adénome parathyroïdien bilatéral. Bilatéral. Oui. Donc ça veut dire que c'est une hyperplasie probablement ce patient. Pardon? Avec des nodules thyroïdiens. Ouais. Alors effectivement, on a des pancréatites secondaires aux hypercalcémies. C'est lié aux hypercalcémies souvent malignes, des taux comme ça. Et alors soit c'est des hyperplasies, souvent, c'est pas un adénome, parce que je vous ai dit, un adénome ça sécrète 200, 300, 400 nanogrammes, rarement plus. Donc soit des hyperplasies, soit des hyperparathyroïdies paranéoplasiques. Mais à ce moment-là, dans les hyperparanéoplasiques, on ne trouve pas d'adénome à l'échographie. Donc ici, on ira plus sur une hyperparathyroïdie primaire, sur une hyperplasie diffuse des parathyroïdes, même si on en a vu que 2, mais probablement qu'il y en a d'autres qui sécrètent, et donc qui a pu engendrer sur... Il y a l'indication chirurgicale. Pardon? Il y a l'indication chirurgicale. Bien sûr. Tout à fait. Mais après qu'il soit stabilisé... Ah, maintenant, il est en ovulation. Bah oui. Oui. Et là, sûrement que le problème, là, le pronostic, c'est un pronostic lié à la pancréatite.
Mais une fois que la pancréatite, Inch'Allah, espérons pour le patient, soit stabilisée, eh ben, il faudrait opérer, bien sûr. Et là, c'est une indication d'une chirurgie quasi totale des parathyroïdes, donc 7/8e, pour éviter la récidive. Bon. Mais de toute façon, là, je pense pas avec la dialyse, etc. Oui. Oui, un PET scan pour voir s'il n'y a pas quelque chose de un cancer sous-jacent. Mais là, le patient, je pense que ouais, tout à fait, un PET scan. C'est quand même c'est très rare de Covid. Exceptionnel. On en a vu, mais il y en a. L'autre, de toute façon, dans la pancréatite, c'est pour ça qu'on demande toujours d'éliminer 2 éléments, on va dire ioniques, le calcium et les triglycérides, l'hypertriglycéridémie. Et dans l'hépatique normale. Normal. Donc, ça veut dire que c'est un patient qui a fait vraiment une pancréatite sur une hyper. Et souvent, hein, c'est quand même des pancréatites sur les hypercalcémies comme ça. Souvent, c'est des pancréatites génétiques. J'en ai déjà vu, pas dans les adénomes. C'est pour ça que ce patient, même s'il a une hyperplasie, il se peut qu'il y ait une mutation du calcium sensor. C'est des hypercalcémies liées à la mutation activatrice et pas bloquante du calcium sensor qui font des hyperplasies des parathyroïdes secondaires à cette hypercalcémie. Et donc, ça peut expliquer parfois des pancréatites. Ah, on enlève les 4. On enlève les 4. Oui? Thyroïdien, oui. Cytoponction. En plus. Le même. C'est pas un nodule thyroïdien, mais c'est un adénome parathyroïdien. Et le bilan biologique? Ben, il fallait même, on s'en fout. Là, mais la cytoponction. Mais la cytoponction. C'est un Thyrat 4, il faut faire une cytoponction. Donc c'est un adénome. Mais on est sûr que c'est un adénome. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Si on pense que c'est 2 avis différents, mais on va aller sur la biologie, on va aller d'Omloul. La biologie, vous me dites calcémie normale, PTH normal, normal. Vitamine D, tout ça normal. Et puis, si jamais on est sur ce cas-là, ça veut dire qu'on est sur un nodule, on va dire une imagerie qui est asymptomatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'indication opératoire. Alors, maintenant, franchement, à l'échographie, entre un nodule Thyrat 4 et un parathyroïdien, la position joue un rôle important. Parce que dans le nodule thyroïdien, c'est intrathyroïdien. Vous voyez de la thyroïde autour. Dans les nodules rétrothyroïdiens, on voit, si on a une interface, comme je vous dis, énorme, parathyroïdien. Si on est vraiment, je préfère qu'on fasse une 3e échographie par quelqu'un de compétent. S'il est plus sur la thyroïde, à ce moment-là, on va jusqu'à la cytoponction, parce que sur la cytoponction, on va trouver les cellules thyroïdiennes. Bilatéral, et Bjoujongel, c'est un nodule Thyrat 4 bilatéral, et vous voyez sur les images qu'il y a une petite interface? Vous voyez pas. Moi, je pense qu'il faut refaire, effectivement. Dans ce cas-là, refaire une écho par un bon échographiste qui fait la différence, parce que c'est carrément différent en termes de... Mais si c'est un adénome parathyroïdien bilatéral, ça m'étonne que la PTH soit anormale. Et normalement, la parathyroïde, quand elle ne sécrète pas beaucoup de PTH, on la voit pas. Je suis étonnée. Je suis étonnée qu'elle parle d'adénome parathyroïdien bilatéral et que la PTH soit strictement normale. C'est étonnant. C'est plus thyroïdien pour moi. Ah, ça m'étonne. J'ai eu un cas comme ça une fois, mais c'était sur un nodule où on avait vraiment des difficultés. Il y en a qui disaient thyroïdien, mais il était rétrothyroïdien. On voyait une petite capsule. Et en fait, la PTH n'était pas strictement normale. Elle était à 66 ou la calcémie était à 107. C'était limite. Et on a refait, on a attendu, mais après on a opéré, c'était parathyroïdien. Oui, bien sûr. Si vraiment, mais c'est pour ça, faites d'abord quand même une écho. Faites d'abord une écho, parce que 2 adénomes parathyroïdiens qu'on voit bien à l'échographie, ils sont localisés à la scintigraphie. C'est rare, c'est dans l'autre sens que ça va pas. On peut ne rien voir à l'écho et on voit à la scintille. D'accord? Donc moi, je ferai une 3e
Et si la troisième, elle est plus pour de la parathyroïde, ben à ce moment-là, on peut faire une scintille. Mais c'est étonnant que la PTH soit strictement normale et peut-être même une indication de faire là un calcium ionisé pour voir si vraiment le calcium est strictement normal aussi, une calciurie, c'est-à-dire explorer vraiment jusqu'au bout. Oui? Oui. Oui. Parce que lui, il capte pas la PTH. Il capte le MIBI. C'est le tissu parathyroïdien qui capte le MIBI. Qu'il soit sécrétant ou pas, ils sont visibles. Pas d'autres questions? C'est clair pour la parathyroïde? Parfait. On va passer à la surrénale. Alors, on va parler de la pathologie surrénalienne, et c'est très difficile de parler de toute la pathologie surrénalienne en 1 heure, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de discuter de la partie surrénalienne du côté, on va dire, de l'angle qui va vous intéresser le plus et que vous allez le plus voir en pratique en consultation. Donc, du coup, je vais parler de 2 choses. Je vais parler de l'insuffisance surrénalienne et je vais parler des hypertensions artérielles d'origine surrénalienne. Parce que vous êtes une équipe sympa, donc c'est normal. Une femme de 58 ans qui présente une polyarthrite rhumatoïde. Elle est sous cortensil 20 mg par jour en traitement d'entretien. En 12 semaines, elle présente cliniquement prise de 5 kg, œdème des membres inférieurs, des clives, amyotrophie, modification de la répartition des graisses facio-tronculaires, érythrose faciale. Biologiquement, vous avez un diabète qui est d'aggravation rapide, une hypertriglycéridémie et une hypokaliémie. Comme dans les livres. C'est un vrai cas, hein, un cas que j'ai vu. Quel est votre diagnostic? Cushing lié à cortico-induit. C'est un Cushing cortico-induit, donc vous savez que dans le Cushing, vous avez des symptômes qui sont pas tous présents, il faut pas attendre tous ces symptômes pour diagnostiquer le Cushing. Les visages ronds érythrosiques, le buffalo-neck, l'hypertension artérielle, l'obésité androïde, les vergetures pourpres, la finesse et la fragilité de la peau, la sensibilité aux infections, le syndrome métabolique, l'ostéoporose, le retard à la cicatrisation, les effets psychiques, le glaucome, la cataracte et les infections opportunistes. Tout cela, franchement, quand on voit ça, et qu'on a la main facile sur les corticoïdes, c'est qu'on est vraiment pas très, on va dire, pas avec beaucoup de conscience. Parce que sincèrement, je suis choquée encore par la main facile sur les corticoïdes. Et aujourd'hui, c'est un message. Je pense pas que c'est votre cas. Ne le prenez, personne ne doit le prendre contre lui, mais c'est un message général. Il faut qu'on lutte contre cette corticothérapie facile. C'est un drame qui a explosé pendant le Covid. L'automédication, on n'en parle même pas. C'est des médicaments qui sont puissants, qui sont, on va dire, à effet très miraculeux pour les patients. Mais c'est notre rôle, tous les jours, même quand vous les voyez pour autre chose, de leur expliquer que ces corticoïdes, c'est des mauvais médicaments. Alors, oui. Glaucome, ça donne une augmentation de la pression intraoculaire, les corticoïdes. C'est des glaucomes cortico-induits. Alors, vous voyez, c'est des patientes que vous pouvez voir avec des érythroses faciales, les vergetures. Là, c'était une patiente, là, avec un hirsutisme. Regardez la pilosité au niveau des jambes. Et en fait, là, c'était une patiente qui s'automédiquait par des corticoïdes pour grossir. Et on voyait des vergetures pourpres dans toute ça. C'est des choses irréversibles. C'est des choses irréversibles. Quand vous avez la peau qui a fait des vergetures comme ça, c'est irréversible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a stimulé la sécrétion de la surrénale, en général, on a une augmentation du cortisol. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rétrocontrôle. Quand on prend des corticoïdes, la surrénale prend le signal comme quoi il y a eu trop de cortisol dans le sang. Elle va arrêter la sécrétion, mais sous l'effet de rétrocontrôle négatif de l'hypophyse. Donc, les insuffisances surrénaliennes
secondaires à la corticothérapie sont des insuffisances centrales. Centrales. Donc l'ACTH, il est bas. Alors, les actions physiologiques des glucocorticoïdes, donc vous savez que c'est un métabolisme glucidique, ça fait de l'hyperglycémie, ça fait de l'hyperlipémie, l'hypertriglycéridémie, ça donne du catabolisme, c'est une hormone catabolisante, hein, la myotrophie, le retard à la cicatrisation, l'échymose, ça donne des alcaloses hypokaliémiques, hein, les corticoïdes vont stimuler la diurèse urinaire au niveau du potassium, donc ça donne des hypokaliémies, ça donne des hyperleucocytoses avec des polynucléoses, neutrophilie, les éosinopénies, les tendances à la polyglobulie, et c'est procoagulant. Métabolisme osseux, ça donne de l'hypercalciurie. Et si on compare la bioactivité des glucocorticoïdes, alors concentrez-vous bien, s'il vous plaît, le cortisol, qui est l'hormone qu'on sécrète, nous, comme rétention hydrosodée, 1, suppression de l'axe corticotrope, 1, action anti-inflammatoire, 3. C'est-à-dire, encore, l'hydrocortisone, ou là, le cortisol, c'est une hormone naturelle qui a aucun effet, ni sur la rétention hydrosodée. Donc, ça peut pas faire grossir. Quand ça vous dit des patients dont l'hydrocortisone est grossir, c'est impossible. Ça peut pas faire d'action. Oui, mais si vous les mettez sous 60 mg, voilà, ils deviennent c'est plus de la supplémentation, c'est un effet autre. Alors, regardez la prednisone. 3 en action anti-inflammatoire, 4 en action corticotrope. Ça supprime 4 fois l'axe corticotrope. Si vous avez la méthylprednisolone, 6 en action anti-inflammatoire, 4 sur la suppression. Alors, regardez-moi la dexaméthasone. 26 actions anti-inflammatoires. 17 actions... Alors, vous comprenez que pendant le Covid, on a donné de la dexaméthasone. Et regardez ce que ça a fait comme insuffisance corticotrope. La fludrocortisone 12. Bon, après, alors ici, malheureusement, sérétide, flixotide, budésonide, tout ça, on n'en sait rien. Comme on n'en sait rien, on sait qu'il y a des passages systémiques. Pareil, tout ce qui est regardez le Nasacort. 4 en action entière. Oui, c'est NASA, le Nasonex qu'on utilise. Voilà. Et alors, j'ai pas malheureusement tout ce qui est topique. Les crèmes à base de corticoïdes, Dermocort ou la diprozone, ils ont un effet systémique en passage parce qu'ils ont une action. Alors, c'est son médecin qui vous a envoyé, a dit que la patiente, qui était rhumatologue, fait un sevrage progressif des corticoïdes à 1 mg par semaine. Il fait très bien. À 4 mg, la patiente vous consulte pour asthénie, douleur abdominale, nausée, arthralgie. Elle est en train de faire une insuffisance corticotrope. Alors, l'avènement de la cortisone, vous savez, il date de quand? Quand est-ce qu'on a donné, vraiment, on a commencé à faire de l'hydrocortisone synthétique dans les années 49. Et c'était un prix Nobel dans les années 50. Et vous savez quelle est la célébrité qui avait une insuffisance surrénalienne? C'était Kennedy, qui était victime d'une maladie d'Addison. Et sans la cortisone, il n'aurait jamais été président. Donc, en effet, le cortisol est une hormone vitale. Vos patients qui font de l'insuffisance corticotrope ou de l'insuffisance surrénalienne progressive, parce que c'est des insuffisances surrénaliens lents. D'accord? Si on fait une insuffisance surrénalienne aiguë et qu'on ne traite pas, on meurt. C'est une urgence thérapeutique avec de l'injection intramusculaire d'hydrocortisone. Mais, heureusement, encore heureusement, les patients qui ont été sous des cadrons pendant font des insuffisances corticotropes lentes. Donc, ils viennent avec des altérations de l'état général, des nausées, des malaises, des pertes de poids, des anorexies, des vomissements. Et on ne sait pas. C'est souvent des tableaux gastro. Ils sont souvent envoyés par des gastro, les insuffisances surrénaliens lents. C'est des gastro qui jouent pour des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales. Ils font même des fibrocolos. Ça passe à l'as. Ça passe encore à l'as. Alors, pour éviter tout ça, encore faut-il éviter les causes d'une insuffisance corticotrope iatrogène, parce que dans les causes médicales, on n'y peut rien. Mais dans les causes malheureusement médicamenteuses, on a notre rôle. Alors d'abord, l'arrêt d'une corticothérapie doit se faire d'une manière progressive, mais non seulement progressive, mais avec un traitement substitutif quand il le faut. La patiente qui est venue avec 20 mg de cortensile qui faisait un Cushing, ben vous savez à 1000% que même si vous faites un sevrage progressif,
elle est en insuffisance surrénale, elle a un Cushing cortico-induit, elle est en imprégnation de corticoïdes, et donc sa surrénale, elle est au repos. Mais vous pouvez faire le sevrage le plus progressif possible. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'insuffisance corticotrope post-corticothérapie. Alors, vous savez que l'effet inhibiteur des glucocorticoïdes sur la sécrétion d'ACTH est rapide. Il est de l'ordre de 15 minutes. La récupération de ce freinage est en principe très rapide aussi, voire immédiate si la prescription date de moins de 5 jours. Cependant, une insuffisance corticotrope partielle peut persister dès que la prescription dépasse une semaine à 7,5 mg par litre. Toute prescription plus de 21 jours, équivalent à 20 mg de prédnisone, ou tout patient ayant présenté un Cushing iatrogène doit être considéré comme un risque d'insuffisance corticotrope. Si l'insuffisance corticotrope persiste, il faut bien faire attention à la bonne adaptation des doses, à la réévaluation régulière et l'éducation du patient, parce que on a beaucoup de gens qui font des cortisols après, de surveillance, et ne baissent pas les doses d'hydrocortisone. Et c'est pareil, si vous laissez des grosses doses d'hydrocortisone, vous maintenez le fait que la surrénale reste au repos. Alors, comment faut-il faire? Alors ça, c'est une publication, il y en a des millions, c'est pas forcément des recommandations, c'est pas un dogme, mais voilà comment je fais particulièrement. Jusqu'au 5 à 7 mg d'équivalent prédnisone, la posologie peut être adaptée selon le traitement de fond. C'est-à-dire, si vous avez du cortensil, je parle du cortensil parce que c'est celui en général que vous mettez dans les maladies chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, les pathologies rhumatismales, les pathologies gastro par exemple. Et ben en général, jusqu'à 7 mg, il n'y a pas besoin de substituer par hydrocortisone. Mais dès que vous baissez en dessous de 7, il y a un risque. Donc, ce qu'il faut faire, c'est souvent doser le cortisol à 7 mg. Si votre cortisol est normal sous 7 mg, c'est que le patient n'a pas fait d'insuffisance. Si par contre vous êtes freiné à 7 mg, c'est qu'à 7 mg, il faut mettre en place 10 mg d'hydrocortisone et continuer votre décroissance. Est-ce que c'est clair? Si par contre, même sous 7 mg de cortensil, ça se passe, et le patient présente un état de stress, une infection intercurrente, c'est que le 7 mg qu'il prend ne peut pas être suffisant. Et sa surrénale, qui normalement fait le relais, n'est pas active. Il faut lui donner de l'hydrocortisone. Moi, je fais la cortisolémie systématique chez tous les patients à 7 mg. Si elle est normale, ouais. Il faut lui... Tout à fait. Tout à fait. Cortisolémie est normale. Parce que ce normal, c'est le normal qu'on a trouvé par rapport à une situation normale. Mais le problème, un patient en réanimation, par exemple, alors vous lui faites un dosage de cortisol, il est augmenté. D'ailleurs, on nous appelle tout le temps cortisol augmenté en réa. C'est normal qu'il soit augmenté. Heureusement qu'il est augmenté. Alors, regardez un petit peu les vergetures d'une patiente, là, vraiment cortico-induit. Imaginez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On diminue jusqu'à 7 mg d'équivalent prédnisol. Et là, on fait un dosage. Si le dosage est normal, on fait rien. Sinon, on remplace par 20 mg d'hydrocortisone pendant 2 à 6 semaines. Si vous avez des signes d'hypercorticisme sous traitement ou d'insuffisance cortico-surrénalienne à l'arrêt du traitement ou que le cortisol est en dessous de 9, il faut bien sûr faire un test au synactène. En d'autres termes, je vais enlever ça et qu'on soit très clair. Vous restez jusqu'à 7. À 7 mg, vous faites un dosage de cortisol. Il est normal, vous continuez votre décroissance normale, sans rajouter d'hydrocortisone. Mais vous baissez à 6. À 6, ça dépend de combien vous laissez. Là, vous continuez à baisser, mais généralement, entre 7 et 5 mg, vous devez refaire un dosage de cortisol. Si à 5 mg, votre dosage de cortisol est toujours normal, c'est qu'il n'a pas fait d'insuffisance, vous continuez votre décroissance. L'autre cas de figure, si, en dessous de 5, je vais vous expliquer. À 5 mg, je donne systématiquement 10 mg d'hydrocortisone. Ça paye rien. Malgré le cortisol normal. Je préfère. Pardon? Alors, parce que j'aime pas rajouter des signes d'imprégnation corticoïde et, deuxièmement, ça ne permet pas de récupérer la surrénale. Si le patient devait récupérer parce que, encore une fois, c'est des insuffisances corticotropes partielles.
À 5 mg, je donne systématiquement 10 mg d'hydrocortisone. J'ai la prudence, on va dire, c'est une sécurité. Vous continuez votre décroissance. Et au moment où vous allez arrêter les corticoïdes, sous 10 mg d'hydrocortisone, c'est pas freinateur sur l'axe, vous faites un dosage de cortisol. Non, je donne un seul. 10 mg. Combien de temps? 4 à 6 semaines. Après 4 à 6 semaines, je fais mon dosage. Si le cortisol est normal, tant mieux. Alors, c'est quoi normal? C'est au-delà de 20 microgrammes par décilitre. Là, je suis confortable. Si je suis au-delà, j'arrête l'hydrocortisone, ça fait. D'abord, tu as arrêté le corticoïde. Ça fait, on a fait la décroissance, on a arrêté les corticoïdes, mais il était toujours sous 10 mg d'hydrocortisone. Au bout de 4 semaines, je refais un dosage de cortisol. S'il est supérieur à 20, ma glande, elle est au top, j'arrête mon 10 mg d'hydrocortisone brutalement. 10, 0. Je suis entre 9 et 20. Je ne sais pas. Des cas nous disent de faire un test au synactène. Le test au synactène est compliqué au Maroc. Quand je suis entre 9 et 20, je maintiens mon hydrocortisone. Jusqu'à ce qu'elle dépasse 18, 19, 20. Et là, je peux arrêter. Sauf pour les cas où je peux faire du synactène. En dessous de 9, c'est que j'ai une insuffisance corticotrope. Là, le synactène n'a aucun intérêt. Et là, je dois même monter les 10 mg d'hydrocortisone. C'est pas suffisant. Alors, vous savez quel est le dosage substitutif pour que vous n'ayez... Non. C'est 0,24 mg kilo. C'est 0,24 mg kilo. Si vous multipliez 0,24 fois 60 kg, ça fait à peu près 15, je pense. Donc, 15 mg. Vous parlez de l'insuffisance surrénalienne d'origine Addison. D'origine... Là, on parle de l'insuffisance corticotrope secondaire à la corticothérapie. Oui, vous avez raison, l'insuffisance surrénalienne d'origine auto-immune, d'origine tuberculeuse, d'origine tumorale, c'est des fortes doses qu'on donne parce qu'on n'a pas la fludrocortisone. Mais pour l'insuffisance corticotrope, lui, il a l'aldostérone. Le patient, il a son aldostérone. C'est clair? Si on est à 15, 10,5. Si vous montez à 15, 10,5. Si vous montez à 20, 10,10. Mais si vous êtes à 10, le matin est suffisant. D'accord? Le matin, entre midi et 14h, au moment du déjeuner. La prise de 16h, je la donne pas parce que les patients, je préfère donner en deux prises. C'est pas des dogmes. Chacun fait comme il veut. Là, matin et midi. Jamais après 16h, la prise d'hydrocortisone. Sinon, ils dorment pas. Oui. Non, ça fausse pas. Pourquoi? Je vous ai montré le tableau. 1 sur l'axe corticotrope, ça freine pas. Par contre, si vous donnez les corticoïdes, ça fausse, mais en freinant. Vous ne dosez pas les corticoïdes. C'est-à-dire que vous pouvez être freinateur. Un patient qui est sous corticoïde peut avoir un cortisol bas sous l'effet freinateur. Mais ça veut vous dire que le patient peut éventuellement faire une insuffisance corticotrope. C'est pour ça qu'on est content quand le patient est sous corticoïde et que le cortisol de 8 heures est bon, c'est qu'il ne va pas se freiner. Alors, parce que déjà, les corticoïdes, il ne freine pas. Mais vous ne dosez pas les corticoïdes dans le cortisol. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas surestimer. Au maximum, on peut sous-estimer. C'est clair? Oui? Oui. Au synactène, où vous maintenez jusqu'à ce que ça... Ah, mais on peut maintenir. Je fais tous les mois. Tous les mois. Je fais tous les mois. Jusqu'à ce que... Ouais. Alors, Madame Josette est traitée pour prednisone pour une maladie de Horton depuis 2 ans. Un arrêt de la corticothérapie est décidé. La prednisone sera remplacée par 20 mg d'hydrocortisol le matin, lorsque la dose sera de 1, 5, 10 ou 20. 5. Parfait. Un mois plus tard, la patiente va bien et la cortisolémie de 8 heures est de 7 microgrammes par décilitre. Cette valeur est faussée par la prise d'hydrocortisone. La substitution par hydrocortisone peut être stoppée. La substitution doit être majorée. La substitution doit être poursuivie à l'identique. Majorée. Même, alors elle est à 7. Non, je suis désolée. Elle doit être à l'identique. Pourquoi? Vous m'avez faussé. Elle est à 7.
Ça veut dire que sa surrénale ne fonctionne pas. Mais ça veut pas dire que c'est une très bonne question. D'abord, les gens, quand ils font un dosage de cortisol sous hydrocortisone, ils pensent que le dosage de cortisol est lié à l'hydrocortisone. Le dosage de cortisol n'est pas fait pour que vous évaluez votre efficacité de traitement. Le dosage de cortisol est fait pour évaluer la récupération de l'axe de la surrénale. Pourquoi vous voulez augmenter? Non, ça veut dire que sa surrénale ne travaille toujours pas. Mais ces 20 mg d'hydrocortisone sont suffisants pour sa clinique, pour sa tension. Bien sûr. Vous m'avez compris, c'est important. Allez, pourquoi vous dites ça? Parce que le 7 ne dépend pas de votre efficacité. Le 7 dépend de sa surrénale endogène. C'est clair. Et ça, c'est une erreur. C'est bien que vous ayez fait ça, c'est très important. Parce que bzaf de nas qui de 7 qui de l'hydrocortisone. Qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils freinent davantage la glande surrénalienne. Alors c'est énorme ce qu'on voit sur ça. Et c'est pour ça que je veux vraiment qu'on vous... C'est clair. Donc, la réponse c'est l'hydrocortisone doit être poursuivi à l'identique. Cortisol, par contre, si on avait trouvé un cortisol supérieur à 20, on aurait arrêté l'hydrocortisone. Moins de 10, on continue. Entre 10 et 20, c'est ce que je vous ai dit. Soit vous continuez, soit vous faites, comme vous voulez. En fait, c'est pas comme on veut. Si on avait la facilité de faire du synactène, on l'aurait fait. Moi, j'ai des patients à qui je fais le synactène, ou d'autres, je peux pas. Et on fait avec. Après arrêt d'une corticothérapie, les injections répétées de synactène peuvent éventuellement être utiles pour l'activer les surrénales paresseuses. Vrai ou faux? Pourquoi? Le synactène, c'est quoi? C'est l'ACTH. Si vous faites ça, vous allez freiner davantage les surrénales. Cela ne peut que freiner encore plus la reprise. Dans les jours suivant l'arrêt d'une corticothérapie prolongée, l'apparition d'un syndrome de sevrage, asthénie, anorexie, nausées, céphalées, myalgie malgré l'hydrocortisone témoignent toujours d'une insuffisance surrénalienne et justifient une hospitalisation. Alors, là, je veux aussi en parler. Vous êtes sous 20 mg d'hydrocortisone. C'est des doses suffisantes. Hana, 0,24 mg kilo, même quelqu'un qui fait 90 kg, 20 mg c'est suffisant. D'ailleurs, au-delà de 20, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Les patients sous cortensile, de longue durée, qu'est-ce qu'ils font? Une dépendance aux corticoïdes. Alors, vous leur donnez un médicament qui est hyper boostant. C'est un médicament anabolisant qui est, on va dire, dopant. Vous leur donnez du dopage. Corticoïdes. Ils sont tous fatigués. Ils sont tous pas bien. J'ai une patiente que je vois d'abord depuis 3 mois, tous les jours au cabinet. Qui dit tous les jours, elle dit au cabinet. Elle a pris de la dexaméthasone pour grossir. Elle est jeune, elle a 23 ans. Une fille qui a pris de la dexaméthasone pour grossir. Elle a mis dexaméthasone dans du sirop, elle a fait une insuffisance corticotrope. Et donc, je l'ai mis sous 20 mg d'hydrocortisone. Elle vient tous les jours, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je dose le cortisol augmente. Mon cortisol augmente à l'arrêt des corticoïdes. Elle pleure tous les jours. J'ai un gros problème avec elle. J'essaie. Et en fait, c'est psychique, ce syndrome de sevrage. C'est des nausées, des vomissements. C'est des syndromes de sevrage de corticoïdes. Et donc, ça veut pas dire que c'est des manques d'insuffisance surrénalienne. Donc, c'est pas une insuffisance surrénalienne. Il faut surtout pas les mettre aux fortes doses. Et il faut surtout pas mettre des injections. Parce que sinon, ils vont être bien et ils vont redemander la même chose. Il faut leur expliquer que c'est un passage. C'est difficile pour eux. Alors, c'est parfois 15 jours, 3 semaines, elle dit 3 mois d'abord. Et qu'est-ce qu'il faut faire parfois? Parfois, on fait des majorations transitoires. Ils sont sous 20. Ils vomissent, ils sont pas bien. On les met à 40, 3 jours. Et on repasse. Période de stress, etc. Non, l'ensoleillement, non. Regarde les états de déshydratation. Vraiment, Ramadan, etc. Merci chez son nom. D'accord? Donc, on conseille généralement de majorer les doses progressives, mais surtout pas les mettre sous forte dose tout le temps. Sinon, jamais ils vont arrêter. D'accord? Donc, syndrome de sevrage peut survenir même en cas de fonction surrénalienne conservée ou correctement compensée. Il s'agit d'une dépendance aux corticoïdes. On conseille la majoration vraiment d'hydrocortisone. Alors, ils disent 40,
d'autres mettent 30, mais pas plus. Toujours de manière transitoire. Est-ce que vous avez 3 jours? 20. On voit comment ça va se passer. Si ça passe pas, on refait. Mais essayez, c'est trop compliqué. Beaucoup d'éducation thérapeutique. Il faut leur expliquer qu'ils prenaient un médicament qui dope et qu'ils peuvent pas reprendre l'état licanophéque comme ça. C'est le corps qui doit se réadapter. Déshydratation. Exactement. Par semaine. Voilà. Là, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, il faut essayer d'éduquer les patients. Je pense dans la radio, au lieu de parler de choses qui servent à rien du tout, je sais pas, il faut parler peut-être des corticoïdes, parce que ça c'est un médicament. Moi, je trouve que c'est un drame. Et je pensais que c'était dépassé, que c'était ancien, que c'était dans certaines régions. Je vous dis là, à Casablanca, c'est même pas. À la rentrée scolaire, j'en ai vu 3. Mais des jeunes de 24 ans qui prennent des corticoïdes. Alors, je parle pas de la corticothérapie, bien sûr, automédication pour les douleurs articulaires, pour les signes musculaires, etc. Oui? Pour les patients ils sont sous dexaméthasone. Dexaméthasone, 26 d'action anti-inflammatoire, 17 d'action sur l'axe phrénateur. Et ils prennent de la dexaméthasone d'ailleurs. Qui a de décadron, qui est de sirop. Tellement j'étais choquée. Le décadron, exactement. Le décadron, d'abord, un truc très simple, qui me dit, il y a de décadron, dexaméthasone, alors que, vous savez que la dexaméthasone, c'est un test de freination qu'on utilise dans la pathologie surrénalienne pour savoir si c'est un Cushing. On donne combien? 0,5 mg de comprimés le soir. Et on fait le cortisol le lendemain qui doit être freiné. Au moins, ils prennent combien? 6 mg, 12 comprimés. Oui? Vous voulez poser une question? Non? Alors, on peut passer du coup à l'autre partie de la surrénale qui peut être aussi vue en pratique, c'est les questions pratiques à se poser devant une hypertension artérielle. Oui? 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 Oui, c'est pareil, c'est très freinateur. C'est très très freinateur. Alors, quand on a une hypertension artérielle d'origine, donc chez un patient, au cabinet, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je dois rechercher une cause secondaire de mon hypertension artérielle? Est-ce que je dois faire un bilan hormonal? Ou est-ce que je dois faire une imagerie spécifique? Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi rechercher une cause secondaire d'hypertension artérielle? La fréquence des hypertensions artérielles secondaires, selon les séries, c'est 5 à 20%, dont la moitié est curable, donc heureusement. Ne pas méconnaître une cause curable d'hypertension artérielle ou les précautions thérapeutiques associées à une hypertension artérielle secondaire, intérêt de dépister une cause secondaire avant de débuter un traitement qui va risquer d'interférer le bilan hormonal, et 2 étapes qui sont indispensables. La première, c'est l'enquête initiale et l'interrogatoire et l'examen clinique. La deuxième est conditionnelle, le bilan hormonal et l'imagerie en fonction des orientations. Alors, quel est le bilan initial systématique devant le diagnostic d'une hypertension artérielle? Ça, c'est la HAS, c'est le potassium, la mesure à jeun de créatinine, la mesure à jeun de glycémie, la mesure à jeun du cholestérol total, l'HDL et les triglycérides, la recherche par la bandelette urinaire d'hématurie de protéinurie et le CG. Et regardez dans la première case, on parle bien de potassium. Et c'est pour ces raisons d'HTA secondaire que l'hypokaliémie fait partie du bilan initial. Alors maintenant, chez qui rechercher systématiquement et spécifiquement une hypertension artérielle secondaire? L'hypertension artérielle sévère, supérieure à 18 ou 11 d'emblée, en pression artérielle diastolique. L'hypertension artérielle avant l'âge de 30 ans. L'hypertension artérielle avec hypokaliémie. Et encore une fois, l'hypokaliémie, chez nous, endocrinologues, c'est pas une kaliémie normale, mais c'est une kaliémie même dans la limite normale inférieure. En dessous de 3,7, 3,8, c'est pas normal. L'hypertension artérielle dans les situations cliniques évocatrices d'une secondaire, par exemple, le patient qui a déjà
au niveau familial une hypertension artérielle secondaire ou là qui présente des signes cliniques. Alors signes cliniques, 30 ans, tout à fait, 30 ans. Alors, et à ce moment-là, la vie spécialisée, le bilan hormonal, l'échodoppler des artères rénales et l'angioscanner abdominal. Alors, quelles sont les causes d'une hypertension artérielle secondaire? D'abord, les toxiques et les médicamenteux. Contraception ostroprogestative, les corticostéroïdes, la réglisse. Les maladies rénales, sténose de l'artère rénale, les tumeurs surrénaliennes sécrétantes, et puis les autres causes endocriniennes, l'hypothyroïdie, l'acromégalie et l'hyperparathyroïdie primaire sont des causes d'hypertension artérielle secondaire. Alors, nous, on va parler bien sûr des tumeurs surrénaliennes dans le cadre d'hypertension artérielle secondaire. Alors, les tumeurs surrénaliennes sécrétantes. Alors, vous savez très bien que dans la surrénale, il y a 3 parties. La réticulée, la fasciculée et la glomérulée qui sécrètent les les hormones corticoïdes. Et puis la médulo-surrénale qui va sécréter très bien l'adrénaline et la noradrénaline, les méthanéphrines. Chaque couche est spécialisée dans la synthèse d'hormones différentes et fonctionne comme une glande indépendante. Alors les tumeurs surrénaliennes responsables de l'hypertension artérielle, les premières qui arrivent en principale cause, ce sont les hyperaldostéronismes primaires, c'est-à-dire les adénomes de Cohn. Vous avez ensuite les phéochromocytomes, et puis vous avez ensuite les Cushing. Et donc, à la base de ces tumeurs surrénaliennes, on a des bilans hormonaux spécifiques. Alors, quand on a des signes pour rechercher une hypertension artérielle secondaire, sans point d'appel, parce que si on a un point d'appel, on peut aller spécifiquement vers la partie qui va sécréter les hormones particulières. Quand on n'a pas des signes d'appel, on doit faire un bilan hormonal. Alors d'abord, vous devez rechercher un hyperaldostéronisme. Et pour rechercher un hyperaldostéronisme, il faut faire de l'aldostérone rénine et l'aldostéronurie des 24 heures. Ensuite, vous allez rechercher un Cushing ou un adénome qui sécrète du cortisol, les adénomes cortisoliques, en faisant une cortisolurie de 24 heures. Et puis, le phéochromocytome, en faisant des méthanéphrines libres plasmatiques ou norméthanéphrines libres plasmatiques, ou là, des méthanéphrines urinaires des 24 heures. Alors, pour parler du système rénine-angiotensine, pourquoi en premier? Parce que vous avez vu, la première cause des tumeurs surrénaliennes qui sécrètent les hormones et qui sont responsables de l'hypertension artérielle sont les adénomes de Cohn, donc sont les hyperaldostéronismes primaires. Alors, vous connaissez un petit peu ce système, rénine, angiotensine, aldostérone, dont l'hormone principale, c'est l'aldostérone, qui va faire une réabsorption de sodium et excrétion de potassium. Mais regardez dans le système, quels sont les médicaments qui vont fausser cette hormone? Tous les médicaments qui sont utilisés dans les traitements de l'hypertension artérielle. Les IEC, les ARA2, les diurétiques, les bêta-bloquants, la spironolactone ou les plérénones. D'où que si vous avez un patient chez qui vous avez déjà mis en place un traitement antihypertenseur, autant vous dire que le bilan hormonal n'est pas indiqué. C'est pour ça que j'ai parlé de... Alors il faut arrêter de... Ouais, mais c'est compliqué. Une fois que vous les avez mis dans une hypertension artérielle, croyez-moi, c'est compliqué. Ouais, mais quand ils ont des hypertensions artérielles résistantes, sévères, c'est plus facile de faire une première prise de sang au moment de mettre en place que de la faire après, croyez-moi. Exactement. Alors, les hyperaldostéronismes primaires, c'est la cause la plus fréquente de l'hypertension artérielle. Quand l'évoquer, quand on a une hypertension artérielle sévère, dans l'hypokaliémie et l'hypertension, hypertension moins de 30 ans, hypertendu non contrôlé malgré un traitement optimal. Alors, hypertension artérielle plus un incidentalum qu'on a retrouvé dans le scanner. Les complications cardiovasculaires qui surviennent précocement chez des sujets hypertendus qu'on ne comprend pas, les AVC jeunes et les ACFA. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Un dosage d'aldostérone sur rénine, qui est validé après la correction de l'hypokaliémie, qui est validé avec un apport normal de sel, arrêt depuis au moins 2 semaines des IEC sartans, 4 semaines des diurétiques bêta-bloquants AINS et 6 semaines de la spironolactone. Parce que sinon, si vous gardez les bêta-bloquants, les AINS, vous allez augmenter le rapport. Et si vous gardez les diurétiques, la spironolactone, les IEC, les ARA2, vous allez diminuer le rapport.
D'accord? Donc, rapport aldostérone sur rénine, avec l'arrêt des médicaments, 6 semaines avant les dosages, 15 jours les IEC, les ARA2, et puis on garde les antihypertenseurs neutres. Comme vous l'avez dit, les inhibiteurs calciques, pas tous, mais les non-dihydropyréniques, pas l'amlodipine, l'alpha-bloquant et les antihypertenseurs centraux qu'on peut garder. Alors, je dis toujours, quand on veut chercher l'aldostérone plasmatique, c'est comme si vous voulez chercher une aiguille dans du foin. Parce que c'est très, très peu sensible et c'est autant très spécifique, mais c'est très peu sensible. Alors, dépistage de l'hyperaldostéronisme primaire chez un patient suspect, nous recommandons au stage de dépistage de réaliser le rapport, le matin plus de 2 heures après le lever, en position assise depuis 5 à 15 minutes, en régime normosodé, normokaliémique, et après l'arrêt. Alors, justement, les patients qui sont contraceptifs, sous ostroprogestatif, il faut avoir arrêté la pilule 6 semaines. Donc, ça fait du dosage, un dosage quand même compliqué. Non, progestatif seulement. Mais ostroprogestatif souvent. Alors, comment vous allez faire les dosages? Si la rénine est basse et que l'aldostérone est augmentée, ça veut dire que vous avez un rapport qui est augmenté. Vous savez que le rapport doit être supérieur à 35. Et donc, si vous avez ça, vous avez un hyperaldostéronisme primaire. Par contre, si vous avez une rénine augmentée et de l'aldostérone augmentée, c'est souvent le cas des hyperaldostéronismes secondaires, les maladies rénales, les sténoses de l'artère rénale et les déshydratations. Si vous avez une aldostérone basse, une rénine augmentée, c'est les insuffisances surrénaliennes, la maladie d'Addison et le déficit en 21-hydroxylase. Et quand vous avez la rénine basse et l'aldostérone bas, c'est le cas de nos diabétiques surtout. Donc, il ne faut pas fausser. Il faut faire une différence dans les dosages. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire primaire, c'est ça. C'est l'aldostérone élevée et la rénine basse. Et donc, un rapport aldo sur rénine supérieur à 35. Alors, quelle est la prévalence de l'hypokaliémie dans ce cas? Regardez dans l'adénome de Cohn, elle est présente dans 48% des cas. Donc, souvent, le fait que le potassium soit en dessous de 3,7, 3,8 est un bon élément en faveur d'un adénome de Cohn. Sur le scanner surrénalien, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, regardez ici, vous voyez un adénome ici. C'est une image, en fait, de la surrénale qui va être un petit peu en hypersignal. Et en fait, c'est souvent des adénomes qui sont très graisseux avec des unités Hounsfield au-dessus de 20 unités Hounsfield en termes d'imagerie. Une imagerie normale n'élimine pas le diagnostic d'hyperaldostéronisme, vous le savez. On peut ne pas trouver un adénome, mais du coup, une hyperplasie bilatérale des surrénales qu'on ne va pas voir sur le scanner. Alors, ici, on a parlé du coup, bien sûr, avec injection de produits de contraste, parce qu'il y a l'effet washout. L'hyperaldostéronisme, alors, si on a éliminé en première cause l'hyperaldostéronisme à l'hypertension artérielle, il faut aller vers rechercher la sécrétion de cortisol. Et donc, pour rechercher la sécrétion de cortisol par excès, l'examen le plus sensible, c'est le cortisol libre urinaire des 24 heures. Alors, les syndromes de Cushing ou les hypercorticismes sont de présentation clinique qui est très différente. L'obésité, la fragilité cutanée, le visage lunaire, l'hypertension artérielle. Ça peut être la dysménorrhée, la myotrophie, l'obésité, l'acné. Et ce syndrome de Cushing va aboutir à une abolition du cycle nictéméral du cortisol avec une élévation du cortisol plasmatique ou salivaire à minuit, une élévation cortisol des 24 heures et absence de freinage. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'insuffisance surrénalienne, vous faites un dosage de cortisol à 8 heures, parce que c'est là où il y a le pic, et donc vous voulez rechercher une insuffisance, vous allez la rechercher au moment où il y a le pic. Quand vous voulez rechercher l'excès, c'est le moment où il est le plus bas. Donc soit à minuit, mais c'est difficile, soit le cortisol libre urinaire des 24 heures. D'accord? Et d'ailleurs, le cortisol de 8 heures élevé ne veut rien dire pour un Cushing. Parce qu'il est tout le temps élevé le matin. Et il suffit que le patient soit stressé pour que le cortisol de 8 heures soit élevé. Donc, vraiment, l'élément le plus sensible et spécifique d'un Cushing, c'est soit le cortisol à minuit, soit le cortisol libre urinaire des 24 heures. Supérieur à la normale. Souvent, c'est des normes au-delà de 60, si je ne me trompe pas.
Alors voilà un peu le recueil urinaire des 24 heures, qui doit être quand même un bon recueil pour que ça soit exhaustif. Alors une fois qu'on a éliminé du coup l'hyperaldostéronisme et le Cushing, on va rechercher la tumeur qui est rare mais qui est grave. Non, multiplié par 2, mais le rapport, c'est-à-dire l'aldostérone multiplié par 2, mais le rapport aldo sur rénine supérieur à 35, le rapport. L'aldostérone va être multiplié par 2 par rapport à la norme biologique, mais le rapport aldostérone sur rénine doit être supérieur à 35. Parce que la rénine va tellement être basse et l'augmentation de l'aldostérone haute. Supérieure à 35. Alors, quelles sont les tumeurs de la médullo-surrénale qui sont à l'origine, du coup, de ces pathologies? C'est le phéochromocytome. C'est une tumeur paraganglionnaire surrénalienne qui va sécréter des catécholamines. Alors, quelle est l'origine des phéochromocytomes? Vous savez que l'origine de ces cellules, c'est de la crête neurale, des neuroblastes, qui vont soit donner des phéochromocytomes, soit donner carrément des neuroblastomes. Et en réalité, ces tumeurs des cellules paraganglionnaires vont suivre le système métamérique sympathique ou parasympathique de tout l'organisme avec une sécrétion d'hormones qui va être responsable. Donc adrénaline, noradrénaline, méthanéphrine urinaire ou là l'acide vanylmandélique ou la homovanillique qui sont pas constants. Donc vous voyez que l'incidence annuelle des paragangliomes ou là des phéochromocytomes est estimée entre 1 pour 100 000 habitants, environ 600 nouveaux cas chaque année en France et celle des phéos à 1 pour 500 000. Donc c'est rare, c'est une tumeur rare. Environ 25% surviennent dans le cas d'une maladie familiale héréditaire. C'est le von Hippel-Lindau, c'est la néoplasie endocrinienne multiple, neurofibromatose de type 1, ou là la maladie des paragangliomes multiples, c'est une mutation du gène de la succinate déshydrogénase, le SDHB. Ces tumeurs sont bénignes dans plus de 80% des cas, localisées, mais il existe malheureusement des formes malignes quand le diamètre est supérieur à 5 cm, quand il y a des métastases ou quand il y a des critères histologiques, immunohistochimiques, des marqueurs moléculaires en faveur de la malignité. La survie à 5 ans, elle est de 40. Oui, métastases, c'est-à-dire que vous trouvez une tumeur dans la surrénale et puis d'autres métastases ailleurs, pulmonaires, osseuses, hépatiques, où là carrément quand vous enlevez le phéochromocytome, parce que c'est une tumeur qui doit être opérée, même quand elle est bénigne, parce qu'elle sécrète. Et quand vous l'enlevez, vous trouvez dans les critères histologiques de la NAPAT des critères de malignité. Des cellules très agressives, un index mitotique élevé, des cellules vraiment à taille plus importante. C'est des éléments de malignité. Alors, quels sont les symptômes du phéochromocytome? L'hypertension artérielle paroxystique, parfois regardez les hypotensions orthostatiques. Et ça, c'est très, très révélateur des phéochromocytomes. Les céphalées, les sueurs, les palpitations, ce qu'on appelle le syndrome de Ménard, qui sont en fait responsables de céphalées importantes, sueurs et palpitations. Alors, le bilan biologique, les méthanéphrines augmentées, si oui, on fait une imagerie, un scanner, voire une IRM, pour voir si c'est un phéochromocytome. Alors, je passe sur l'héréditaire. Alors, la chromogranine A est un élément biologique aussi qui est en faveur du phéochromocytome. C'est un marqueur de tumeur neuroendocrine en général et deux interférences importantes, l'insuffisance rénale et les IPP peuvent majorer la chromogranine A. Alors regardez le scanner d'un phéochromocytome, c'est une tumeur qui est hétérogène. C'est pas comme l'adénome tout à l'heure qui était homogène, graisseux, 10 unités à Hounsfield ou plus. Là, c'est une tumeur hétérogène avec des tailles importantes. Alors chez qui plus facilement on va rechercher un phéochromocytome? Les hypertensions artérielles labiles, les hypertensions artérielles résistantes, bien sûr si on a une symptomatologie de la triade de Ménard, palpitations, sueur, céphalée, diabète et hypertension artérielle, et puis ce qu'on a dit, les histoires familiales ou personnelles de maladies génétiques. La prise en charge, elle est chirurgicale par une équipe spécialisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation lors de l'anesthésie, ou parce que les patients sont tellement imprégnés d'adrénaline
et de noradrénaline et de catécholamine, c'est qu'au moment de la sédation, si on n'avait pas préparé les patients, ils ont une chute de tension très importante et au contraire une tachycardie avec une augmentation des hormones au niveau périphérique qui va faire que on risque de faire des gros malaises. Il faut les préparer par l'anesthésiste, par en général des alpha-bloquants, des inhibiteurs calciques. Jamais de bêta-bloquants priorité. Si on met un bêta-bloquant chez quelqu'un qui a un phéochromocytome sans qu'il soit imprégné par des alpha-bloquants, des inhibiteurs calciques, on risque de faire des troubles. Alors, en pratique, quand est-ce qu'il faut penser à une cause secondaire d'hypertension artérielle? Si le patient est jeune, quand il y a un contexte de maladie endocrinienne dans la famille, une hypertension artérielle labile ou résistante malgré un traitement optimal, le bilan hormonal de base, ce que je vous ai dit, c'est vraiment la base. C'est très facile. Première cause, l'hyperaldostéronisme, aldostérone, rénine. Deuxième cause, adénome sécrétant du cortisol, cortisol libre urinaire des 24 heures. N'oublions jamais la base, la kaliémie. Et puis les méthanéphrines libres plasmatiques, les norméthanéphrines plasmatiques. Avec ces éléments, vous pouvez éliminer toute cause d'une pathologie surrénalienne sécrétant, donc un adénome ou une tumeur surrénalienne sécrétante, restaurer les tumeurs non sécrétantes qui ne sont pas des urgences médicales ou chirurgicales, mais qui toutes ces tumeurs-là peuvent être en cause d'une hypertension artérielle secondaire. Alors, adressé à l'endocrinologue, ou si on a une masse surrénalienne à l'imagerie pour continuer l'exploration. Alors, je finis par cette citation, comme si la nature avait trouvé prudent d'éloigner ses fonctions importantes des caprices d'une volonté imprudente. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis contente, on est à l'heure. Tout est clair sur la parathyroïde et la surrénale? C'est bon? Vous venez de commencer. Ça va, très bien. Parfait, donc je vous souhaite un bon courage.